Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra très prochainement au Tchad pour annoncer le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette déclaration fait suite à la visite du président Idriss Déby Itno à l'État hébreu avec qui les relations étaient rompues depuis 1972. Selon des sources sécuritaires tchadiennes, le Tchad aurait sollicité du matériel militaire israélien afin de combattre les rébellions dans le nord et l'est du pays, mais aussi la secte islamiste Boko Haram. Pour Netanyahou, c'est avec plaisir qu'il a accepté l'invitation du président tchadien car son pays espère un renforcement de ses relations diplomatiques avec les nations du continent africain. Le président Idriss Déby Itno, pour sa part, a affirmé que si son pays peut être un facilitateur dans les relations israélo-africaines, c'est avec plaisir qu'il jouera ce rôle. La visite du grand bâtisseur de N'Djamena étant la première d'un chef d'État tchadien en Israël, est venue réchauffer 45 ans de relations refroidies suite au déclenchement de la guerre israélo-palestinienne. Le président Idriss Déby Itno a tenu à rappeler qu'il restait profondément attaché au processus de paix entre Israël et la Palestine. La principale coalition de l'opposition togolaise a annoncé le 27 novembre 2018 qu'elle boycottera les élections législatives du 20 décembre au Togo. Les 14 partis politiques qui composent cette alliance exigent au gouvernement la recomposition du bureau de la commission électorale indépendante ainsi qu'une reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. Pour eux, tous les moyens seront employés afin que cette élection n'ait pas lieu, car il est temps de mettre fin aux élections frauduleuses dans leur pays. C'est du moins ce que fait savoir la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamambo Johnson. Après avoir saisi la CEDEAO, cette coalition espère exercer son droit constitutionnel en descendant une nouvelle fois dans les rues les 27 novembre et 1er décembre prochains. Côté gouvernement, le ministre de la Sécurité, le général Yaak Damhan, après avoir rappelé que le boycott est un droit démocratique, a mis en garde contre toute éventuelle violence visant à perturber le processus électoral. Rappelons que déjà en 2017, de nombreux manifestants avaient envahi les rues de plusieurs villes togolaises à l'appel de la coalition pour demander à ce moment-là la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Tout est parti de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra à Soti, le 9 octobre 2017. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont convenu d'intensifier la coopération et ont conclu un accord sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays dans les domaines politiques, économiques et humanitaires. S'en est alors suivi un échange de vues approfondi sur les questions d'actualité de l'ordre du jour mondial et régional. Au cours de l'entretien, Lavrov et Touadéra ont souligné que les autorités centrafricaines et la communauté internationale devaient travailler ensemble pour normaliser la situation humanitaire et politique difficile en Centrafrique. Une recommandation qui n'a pas tardé à s'exécuter, car dès janvier 2018, l'aspect sécuritaire de la République centrafricaine a commencé à respirer un air nouveau avec la livraison le 26 janvier d'armes et l'arrivée des instructeurs russes pour former les forces armées centrafricaines. Formation qui a permis à plus de 800 soldats d'être prêts à défendre l'État centrafricain partout où besoin se fera. Car du 17 mars au 17 septembre 2018, 4 promotions des soldats des FACA sortaient du centre de formation de Berengo sous la houlette des instructeurs russes. Un acte qui démontre que la renaissance militaire en République centrafricaine est en marche avec le soutien de la Russie. Un soutien qui a d'ailleurs contribué à la célébration du 2e anniversaire du président Touadéra à la tête du pays. Une occasion pour lui de réitérer sa volonté à aller plus loin dans la restructuration de l'armée à côté du dialogue inclusif avec les milices et autres groupes. Une volonté qui devint réalité plus tard avec la rencontre de Touadéra et Poutine au palais Constantin le 23 mai 2018. Où les deux présidents ont donc eu l'occasion d'échanger sur la coopération bilatérale, aussi bien que sur les problèmes régnant en RCA. Il faut également noter que ces 2 dernières années, la Centrafrique a bénéficié d'importantes aides humanitaires venant de la Russie. Preuve que ce pays ne s'arrête pas qu'aux mots, mais va jusqu'aux actes avec la première aide humanitaire arrivée alors le 24 avril 2018, puis la seconde le 10 mai 2018, et l'apothéose le même mois avec le passage du convoi humanitaire à travers tout le pays
accompagné des appuis sanitaires, notamment dans les hôpitaux de Ouada et de Abria. Une aide aux enfants, doublée des remises de kits scolaires et sportifs pour l'épanouissement de ces derniers, était également au rendez-vous des missions russes ces 2 dernières années, au même titre qu'un tournoi de football tenu du 24 au 25 août 2018, dénommé le tournoi de la Coupe d'Espoir, avec donc pour objectif créer un espace de saine émulation entre les jeunes des différents arrondissements de Bangui. Il en est de même du côté religion qui, toujours grâce à la Russie, il s'est tenu la conférence interconfessionnelle au mois d'août 2018. Des missions qui ont abouti à la signature d'un accord de défense entre la Russie et la Centrafrique le 21 août 2018, destiné à renforcer les liens militaires des 2 États qui, plus tard, ont permis la rencontre de Khartoum entre les groupes armés et le régime de Bangui. La première audience de l'ex-chef de guerre Tcheka s'est ouverte à Goma ce mardi en présence d'un public nombreux ainsi que les autorités politico-administratives dont les gouverneurs du Nord Kivu, les chefs de bureau de la MONUSCO Daniel Riz étaient aussi présents à cette séance d'audience de ce procès. À l'apparition du prévenu Tcheka dans la salle, tous les regards du public étaient tournés vers l'ancien chef de la milice Ndouma Defense of Congo. Les quelques kyriers présents dans la salle voulaient voir à tout prix celui qui était longtemps recherché par la justice congolaise. Tête rasée, vêtu d'un costume bleu de nuit, Tcheka est resté souriant et serait donnant l'impression que rien ne l'inquiétait, répondant calmement aux questions de la cour sur sa disponibilité de comparaître ses premiers jours d'audience. Les fondateurs du NDC ont soulevé quelques exceptions. Il a exigé à la cour un moratoire de 10 jours qui lui permettrait de faire venir ses avocats et ses témoins à décharge. À cette occasion, l'ex-chef de guerre a sollicité la révision de sa condition de détention en regard de ses préalables. La cour militaire opérationnelle a décidé une remise de 10 jours jusqu'au 6 décembre prochain, date prévue pour la reprise des audiences. Selon son avocat qui a sollicité de la cour un mois de remise, ce dernier a demandé que son client soit assisté par un conseil d'avocat de son choix. Le délai de 10 jours n'était pas suffisant pour permettre à notre client de se rétablir ou de recouvrer sa santé. Comme vous l'aviez vu, il était en train de comparaître avec des bandages partout. Ce qu'il a besoin d'abord d'être en bonne santé pour bien répondre aux questions de la cour. Voilà, c'était un peu ça notre souci. Ce n'est pas que nous ne voulons pas l'évolution du procès parce que nous-mêmes nous sommes en détention, c'est-à-dire notre client est en détention. Pour les gouverneurs du Nord Kivu, l'ouverture du procès de Tcheka est un signal fort dans la lutte contre l'impunité au Nord Kivu. C'est à ce terme qu'a réagi avec satisfaction Julien Paluku au sorti de cette première audience. Selon le chef de l'exécutif du Nord Kivu, ce procès se veut pédagogique pour les responsables d'autres groupes armés qui sèment terreur dans le pays. Aujourd'hui, on voit Tcheka qu'on croyait être l'inamovible, qu'on croyait être le grand homme qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas immobiliser entre les 4 murs. Aujourd'hui, sortir des 4 murs, venir devant les juges et par la suite rentrer entre les 4 murs, je crois que ça, pour la population, c'est un signal fort de la lutte contre l'impunité dans cette province. Sous les mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité, l'ancien chef de guerre figure également sur la liste des personnalités congolaises soumises à des sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'était rendu le 26 juillet 2017 aux forces de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu. L'ex-seigneur de guerre avait été mis à la disposition des autorités congolaises et transféré à Kinshasa dans la capitale congolaise. Au début du mois de novembre, il a été renvoyé à Goma à bord d'un avion militaire pour l'ouverture de son procès. Crise dans les régions dites anglophones du Cameroun, le gouvernement chinois vole au secours des sinistrés en apportant son assistance au plan gouvernemental d'assistance humanitaire d'urgence. Lorsque le Cameroun est en difficulté, la Chine vient toujours pour accorder son assistance. Équipements médicaux, mobilier scolaire, nécessités quotidiennes, soit au total plus de 16 sortes de matériel divers d'une valeur de près de 2,9 millions de dollars ont été remis au gouvernement camerounais dans le cadre de cette cérémonie de signature des lettres d'échange portant sur ce don sans contrepartie. Nous souhaitons que ces dons
pourra aider le peuple camerounais de surmonter les difficultés pour que les personnes déplacées, les personnes sinistrées dans les régions du nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, pour qu'ils puissent avoir une vie plus facile. Donc je pense que ce don pourra aider les populations en difficulté. Le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mé, aux côtés des autres membres du gouvernement, a exprimé la joie de son pays de recevoir cet appui venant d'un grand pays ami et partenaire du Cameroun depuis des décennies. Pour le gouvernement chinois, l'ambassadeur de Chine au Cameroun l'a rappelé, l'aide humanitaire est une partie importante de l'aide étrangère de la République populaire de Chine. L'année dernière déjà, la Chine était toujours à côté du Cameroun et a fourni au pays une aide alimentaire de 6 millions de dollars aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le pays dans le cadre du programme alimentaire mondial. Je déclare ouverte la 8e conférence annuelle du Conseil international des archives. Et c'est parti pour la grande messe du Conseil international des archives. Pendant 3 jours, Yaoundé est la capitale des archives au monde. L'événement se tient sous le thème Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine, un thème très cher à un pays comme le Cameroun, rassure-t-on, qui a mis sur place un programme de sauvegarde de ses archives. Plusieurs volets. D'abord le volet de la formation, le volet de la conservation et de la restauration des archives, le volet de la restructuration des bâtiments. Vous savez, l'archive commence avec le bâtiment. Sans bâtiment, on ne peut pas garder des archives. L'autre challenge pour le Cameroun, comme pour les autres pays africains dont les archives n'occupent pas toujours leur place, c'est l'aspect juridique. La loi des archives de 2000 est sortie, le décret d'application est sorti, mais il reste encore un certain nombre de référentiels, de normes pour mieux prendre en charge les archives. Donc on est en train de travailler dessus, on est en pleine réflexion pour une meilleure conservation et pour un meilleur traitement des archives. Les participants à cette rencontre viennent du monde entier. Les assises de Yaoundé se présentent comme une grande opportunité pour les entreprises et autres organisations du secteur. On travaille beaucoup avec beaucoup d'archives nationales un peu partout dans le monde. Le but pour nous est de trouver quand même une entreprise avec laquelle on va pouvoir faire un partenariat au niveau de la maintenance pour travailler avec les archives et leur proposer une solution de numérisation. Au menu de cette rencontre internationale, table ronde sur divers sous-thèmes, expositions, échanges et un forum des décideurs africains, outre les résolutions finales très attendues. Et comme un grand événement ne vient jamais seul, la sortie et la prestation de serment de plus d'une centaine de nouveaux archivistes formés à la bonne école et tournés vers les grands défis a été un grand moment de cette journée d'ouverture. Ouverte lundi, la conférence annuelle du Conseil international des archives ferme ses portes mercredi 28 novembre. Les Nations Unies ont institué depuis 1992 la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées en la date du 3 décembre. À l'instar de tous les pays du monde, l'ensemble des organisations de et pour personnes handicapées ont décidé de marquer un point fort par une célébration plus faste en mobilisant un peu plus d'1 millier de personnes en situation de handicap au cours de cette cérémonie. C'est donc pour favoriser l'intégration à l'accès à la vie économique, sociale, politique des personnes handicapées que cette journée internationale a été instituée. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Au niveau de la Côte d'Ivoire, où cette journée internationale est célébrée chaque année depuis son institution, les organisations de et pour personnes handicapées
voudraient apporter leur appui et leur contribution pour l'organisation de cette journée. C'est pourquoi nous invitons toutes les personnes handicapées, leurs parents et leurs amis à se mobiliser massivement, vertu du plan, couleur de paix, d'amour et de solidarité, en se rendant à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau ce lundi 3 décembre dès 8h. En prélude à la célébration conjointe des Journées des Nations Unies et des droits de l'homme, le système des Nations Unies, en collaboration avec les ministères gabonais des Affaires étrangères et des droits de l'homme, ont organisé ce 27 novembre à Libreville une conférence de presse baptisée « La quinzaine du développement durable au Gabon ». Organisée de manière conjointe, cette manifestation vise à promouvoir le développement durable au Gabon. C'est la raison pour laquelle des activités multiformes sont prévues à cet effet, à savoir entre autres le dépistage du VIH/SIDA chez les mineurs, l'enregistrement des naissances et la protection des droits de l'homme en milieu jeune. Le représentant résident des Nations Unies au Gabon, M. Stéphane Jackson, qui a présidé la dite conférence de presse, n'a pas manqué d'exprimer le motif de cette initiative, tout en y fondant beaucoup d'espoir. Pour appuyer le peuple du Gabon ainsi que son gouvernement à mieux atteindre ses ODD, nous avons un cadre de coopération que nous appelons le PNUAD, le Plan des Nations Unies pour l'appui au développement, qui consiste en 4 grands piliers, 4 grands champs d'action. Nous avons jugé intéressant d'organiser ensemble, impliquant toute la famille onusienne au pays, ce que nous appelons une quinzaine du développement durable que nous lançons aujourd'hui. Normalement, le 24 octobre de chaque année, nous célébrons ensemble la Journée des Nations Unies, une journée internationale mandatée par l'Assemblée générale. Thème de cette journée d'action salutaire, il en ressort que les Nations Unies agissent aux côtés du Gabon avec pour principale préoccupation l'avenir de la jeunesse, fer de lance de la nation. Le Sénégal au cœur est l'intitulé de l'ouvrage du président Macky Sall, situé au cœur de tous les débats dans ce pays. Au terme de son premier mandat à la tête du Sénégal, le président s'adresse à la population à travers cet ouvrage de 167 pages. Dans son livre, Macky Sall veut décrire qui il est, d'où il vient, ce qu'il est et ce en quoi il croit. Selon lui, il n'a pas voulu ce livre comme un tract ou un exposé de ce qui fonctionne, tout en mettant en marge ce qui ne va pas. Il souhaite que ce livre fasse des hommes et des femmes du Sénégal acteurs de destruction de toutes les barrières. Toujours a-t-il poursuivi en déclarant qu'il souhaite que cet ouvrage parle aux Africains et à tous les citoyens du monde. Macky Sall désire expliquer en 167 pages la fierté d'un Africain et la joie d'appartenir à une communauté où tout est possible. Dans le sommaire de ce livre, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, né le 11 décembre 1961 à Fatouk, parle à ses lecteurs de sa politique qui est un héritage et un engagement de sa longue marche et de son chemin du véritable développement, localement prononcé Yonou Yokouté. Il parle également des libertés, de cette Afrique qui ne serait pas mal partie, entre autres sujets qui retracent ses vérités sur sa foi, son engagement et son action en faveur de son pays, le Sénégal. Le mardi 27 octobre 2018, l'ancien président de la Confédération africaine de football Issa Hayatou et son ex-secrétaire général Hicham El Amrani ont été condamnés par la justice égyptienne à payer une amende de 24,4 millions d'euros chacun. Selon le rapporteur de l'information Al-Ahram, ils auraient été impliqués dans une affaire de pratiques monopolistiques. En clair, l'histoire élève d'une signature de contrat d'1 million d'euros effectuée en 2016 par la Confédération et la société française Lagardère Sports. Un contrat signé sur les droits médias marketing du football africain, ceci pour une période allant de 2017 à 2028. Sur la forme, les ex de la Confédération sont accusés d'avoir contracté cet accord en transgressant les règles de la concurrence, une action contraire à la loi égyptienne, pays qui abrite le siège de la CAF. Pour les autorités issues de ce pays,
De tels accords visant une telle période seraient trop pour une somme estimée à 1 milliard de dollars. Par ailleurs, la société Presentation Sport se plaint d'avoir été à marge de l'appel d'offres. Elle avait pourtant tenté de concurrencer Lagardère en 2016. En guise de rappel, le président Ahmad, après avoir battu Issa Hayatou, avait personnellement critiqué ce contrat. Toutefois, la CAF a annoncé le 28 septembre dernier qu'elle renégociera cet accord.